Mercredi matin, 9h10, direction des achats d'un grand groupe industriel français. Appelons-la Sophie. Le prénom est changé, la mécanique non. 15 ans de métier côté achat IT, des centaines de propositions, lues, négociées, arbitrées. Sur son écran, une proposition d'ESN, un chiffrage pour une refonte de portail métier. 120 jours hommes. TJM moyen, 650 €. Total, 78 000 €. C'est propre, c'est calibré, c'est dans les clous. Il y a 3 ans, la scène aurait été banale. Lecture rapide, comparaison sommaire, négociation sur les profils, sur le tarif, sur la durée, et au fond, une forme de dépendance assez simple. Le prestataire envoyait un bloc, Sophie regardait le prix du bloc, elle pouvait contester un peu, demander une remise, challenger un profil, mais fondamentalement, elle achetait un assemblage qu'elle ne savait pas démonter. Elle n'avait ni les instruments, ni le temps, ni la mémoire de marché nécessaire pour ouvrir la boîte et regarder ce qu'il y avait à l'intérieur. Aujourd'hui, Sophie fait quelque chose de différent. Elle ouvre son outil, elle colle la proposition et elle tape une requête très simple. Décompose-moi ce dispositif. Distingue le support standard de la coordination. Fais apparaître ce qui semble automatisable. Quels rôles sont critiques? Quels rôles ressemblent à du passage? Compare avec nos contrats passés. Compare avec nos volumes internes. Dis-moi où l'équipe paraît plus épaisse que nécessaire. En 45 minutes, la conversation a basculé. Sophie n'a pas remplacé le SN. Elle n'a pas acquis en une matinée 20 ans d'expérience de delivery. Mais elle a fait quelque chose de décisif. Elle a ouvert le paquet. Le devis de marque, on l'a vu le préparer dans l'épisode précédent, on l'a vu le calibrer, on a vu les 4 fronts qui se resserraient autour de lui. Ce devis-là est maintenant ouvert sur l'écran de quelqu'un qui le lit autrement, qui ne regarde plus le prix du bloc, qui commence à lire l'assemblage. Ce qui a changé, ce n'est pas que Sophie veut payer moins, c'est qu'elle commence à voir pourquoi elle payait autant. Le centre de gravité. L'intelligence artificielle entre dans les ESN. Ce podcast regarde ce qu'elle y trouve. Épisode 3, le client augmenté. Chapitre 1, le tournevis. Depuis 2 épisodes, nous avons regardé la secousse depuis l'ESN. La marge qui se comprime, les jours qui valent moins. Mais une guerre ne se comprend jamais depuis un seul camp. Il faut maintenant traverser le champ. Dans les 2 premiers épisodes, on a vu que l'épaisseur existait. On a vu ce qu'il y avait dans la journée vendue, de la compétence bien sûr, mais aussi de la coordination, de la protection, du flou absorbé, de la délégation de pensée. Et on a vu ce qui arrivait quand on essayait de facturer cette journée dans un monde où l'intelligence artificielle compresse le passage et rend les coutures visibles. La marge s'écrase, le volume se contracte, le modèle se déforme. Mais on a toujours regardé depuis la tranchée du prestataire. On a vu Marc préparer son devis, on a vu ses 4 fronts se resserrer, on a compté ses marges qui fondent, on a mesuré le piège d'un modèle qui punit sa propre efficacité. Ce qu'on n'a pas encore fait, c'est traverser le champ, s'asseoir de l'autre côté de la table et regarder ce qui change chez celui qui reçoit le devis. Pas pour faire le procès du client, pas pour le transformer en héros non plus, mais pour comprendre un déplacement qui est peut-être plus profond que tout ce qu'on a décrit jusqu'ici. Parce que dans les 2 premiers épisodes, la compression semblait presque impersonnelle, un mouvement de marché, une force de fond, quelque chose qui arrivait. L'épisode d'aujourd'hui doit dire quelque chose de plus inconfortable. La compression a trouvé un agent, et cet agent, c'est la personne assise en face de vous à la table de négociation. Pour comprendre la portée de ce qui est en train de se jouer, il faut poser un concept. Pas un concept spectaculaire, un concept d'économiste, presque ennuyeux, mais décisif. Les coûts de transaction. Pendant 40 ans, la relation entre l'ESN et son client a fonctionné sur une asymétrie très simple. Le prestataire savait davantage que le client. Il savait mieux découper un problème, il savait mieux estimer une charge, il savait mieux distinguer ce qui relevait de l'effort réel, de la coordination, de la dette technique, de l'inertie organisationnelle, du confort de staffing ou de la pure épaisseur historique du dispositif. On a déjà décrit cette asymétrie, on a vu ce qu'elle contenait, on a ouvert le paquet côté vendeur, mais on n'a pas encore posé la question côté acheteur. Pourquoi le client acceptait-il d'acheter un paquet qu'il ne savait pas démonter? La réponse n'est pas qu'il était naïf. La réponse, c'est que le coût de la vérification était trop élevé. Vérifier une estimation de charge, ça prenait des semaines. Comparer 2 dispositifs, ça demandait une contre-expertise. Décomposer un devis couche par couche, ça nécessitait quelqu'un qui connaissait le delivery aussi bien que le prestataire lui-même. Tout cela avait un prix, le prix de chercher, le prix de comparer, le prix de comprendre ce qu'on achète. En économie, on appelle ça les coûts de transaction. Et les marchés qui fonctionnent avec des coûts de transaction élevés partagent tous une propriété. L'acheteur achète en bloc, il fait confiance, il négocie le prix global, il ne démonte pas parce qu'il ne veut pas, parce que démonter coûte plus cher que la remise qu'il pourrait obtenir. L'intelligence artificielle fait quelque chose de très précis à cet endroit-là. Elle ne donne pas au client l'expertise du prestataire, ce serait une exagération, mais elle fait baisser le coût de la vérification, massivement, brutalement, en quelques trimestres.
Le client peut maintenant décomposer un devis en 45 minutes, là où il fallait une contre-expertise de 3 semaines. Il peut comparer avec ses contrats passés en quelques requêtes, là où il fallait un benchmark formel. Il peut estimer une charge de manière approximative, mais suffisante, là où il fallait un architecte externe. Il peut relire un dispositif proposé et poser les bonnes questions, là où il n'avait même pas le vocabulaire pour les formuler. Le client ne sait pas tout, mais il peut vérifier assez pour ne plus acheter les yeux fermés. Et quand, dans une industrie de service, l'acheteur commence à vérifier ne serait-ce qu'une partie de ce qu'il achetait sur confiance, tout le modèle de prix, de composition et de marge est mis sous tension. C'est exactement ce que Sophie vient de faire. Elle n'a pas acquis l'expertise de marque. Elle ne sait pas estimer une charge de développement. Elle ne sait pas séquencer une migration. Mais elle sait maintenant poser les questions que le coût de la vérification lui interdisait de poser il y a encore 18 mois. Et ça suffit. Un parallèle aide à comprendre la violence de ce moment. Pendant des décennies, le marché immobilier américain a fonctionné sur une asymétrie comparable. Le vendeur et l'agent connaissaient la valeur du bien beaucoup mieux que l'acheteur. L'acheteur faisait confiance au prix affiché. Il négociait un peu, mais il n'avait pas les outils pour déconstruire. Puis Zillow est arrivé. Pas un agent immobilier alternatif, juste un outil de transparence, qui a permis à n'importe quel acheteur de voir les comparables, de comparer les prix au mètre carré, de vérifier l'historique des transactions, d'estimer la valeur avant même de visiter. Zillow n'a pas supprimé les agents immobiliers, mais il a fait quelque chose de beaucoup plus profond. Il a changé la nature de la conversation. L'acheteur ne venait plus les mains vides. Il venait avec un contre-regard. Et les agents qui ne vivaient que de l'opacité du marché ont vu leur valeur s'effondrer. Ceux qui apportaient autre chose, du jugement, de la négociation complexe, une capacité à fermer un deal difficile, ont survécu et parfois se sont renforcés. L'intelligence artificielle joue le rôle de Zillow pour le marché des ESN. Elle ne remplace pas le prestataire, mais elle permet au client d'ouvrir le paquet. Et quand le client peut l'ouvrir, il ne négocie plus le prix global. Il négocie strate par strate. Il ne conteste plus seulement le tarif, il requalifie le périmètre. Il ne dit plus « c'est trop cher ». Il dit « cette couche-là, je peux la faire autrement, ou la faire moi-même, ou la challenger avec un benchmark que je n'avais pas hier ». Et là, je m'entends déjà répondre « mais le client se trompe la moitié du temps avec ses outils, ses benchmarks sont approximatifs, sa décomposition est naïve, il confond un premier jet avec une expertise, il prend une estimation GPT pour un chiffrage d'architecte ». Peut-être, probablement même, mais c'est exactement ce qu'on disait des acheteurs immobiliers face à Zillow. Ils se trompaient aussi sur les estimations, leurs comparables n'étaient pas toujours pertinents, leur lecture du marché restait superficielle, et pourtant, ça a suffi pour changer le rapport de force. Parce que dans une négociation, il ne faut pas avoir raison sur tout. Il suffit d'avoir des prises qu'on n'avait pas. Et c'est exactement ce qui est en train de se produire dans le marché des ESN. Le client n'a pas raison sur tout. Mais il n'est plus nu, il a des prises. Et des prises, dans une négociation de service, ça change tout. Le client ne dit plus « c'est trop cher », il dit « cette couche-là, je peux la faire autrement ». Ce n'est pas la même phrase, ce n'est déjà plus la même relation. Mais cette relation ne change pas partout à la même vitesse. Elle change d'abord là où l'échelle le permet, là où les budgets justifient l'investissement, là où un outil peut devenir une capacité, et une capacité, une doctrine. Chapitre 2. La capacité descend l'escalier. Un collaborateur qui ouvre un copilote pour reformuler un mail, c'est un usage. Une entreprise qui réorganise ses flux, gouverne ses modèles et intègre l'intelligence artificielle dans ses achats, c'est une doctrine. Et cette doctrine ne naît pas n'importe où. Il faut maintenant poser une précision essentielle, sinon on tombera dans un récit trop simple et trop rapide. Non, toutes les entreprises ne sont pas en train de devenir autonomes au même rythme. Non, une PME de 100 personnes ne se transforme pas en forteresse IA du jour au lendemain. Non, tout le tissu économique n'est pas déjà reconfiguré. Mais cela ne veut pas dire qu'il ne se passe rien. Cela veut dire que le mouvement commence là où les conditions sont réunies. Et pour le comprendre, il faut distinguer 3 choses que l'on confond presque toujours. L'usage, la capacité et la doctrine. L'usage, c'est simple. Un manager ouvre un assistant, résume un document, compare 2 propositions, gagne 1 heure. C'est réel, c'est utile. Mais ça ne change pas fondamentalement le rapport de force avec le prestataire. C'est un confort, ce n'est pas un pouvoir. La capacité, c'est autre chose. C'est quand l'outil s'intègre dans un workflow, quand il ne sert plus à gagner du temps sur une tâche isolée, mais à recomposer la manière dont un processus entier fonctionne. Quand il y a une équipe qui sait l'utiliser, quand il y a une gouvernance, quand il y a une intention. Et la doctrine, c'est encore un autre étage. La doctrine, c'est quand l'entreprise décide que cette capacité n'est plus un projet. C'est une infrastructure. C'est intégré dans les achats, dans les arbitrages make or buy, dans la formation, dans l'architecture des systèmes, dans la manière même dont on évalue ce
qu'on externalise et ce qu'on garde. Le passage de l'usage à la doctrine n'est pas un continuum, c'est un seuil. Et ce seuil a un coût. Un coût que seules certaines organisations peuvent absorber. Parce que pour gouverner l'intelligence artificielle à l'échelle, il faut des équipes dédiées, des architectures de données unifiées, des règles de sécurité et de conformité adaptées, des processus d'audit, des formations massives. Et surtout, il faut que le retour sur investissement justifie tout cela. Une entreprise de 300 personnes peut tester un copilote, mais elle ne peut pas construire une doctrine. Le coût de la gouvernance serait disproportionné par rapport au gain. Une entreprise de 50 000 personnes, avec des milliards de dépenses externes, des centaines de contrats, des dizaines de systèmes critiques, elle peut. Parce que chaque point de productivité repris se multiplie par le volume. Parce que le coût de la gouvernance est amorti sur une base immense. Parce que le gain n'est pas un confort, c'est un levier structurel. JP Morgan Chase, premier groupe bancaire mondial par la capitalisation, 17 milliards de dollars de budget technologique annuel et un virage IA qui ne ressemble plus du tout à une expérimentation. En 2025, JP Morgan a déployé sa plateforme interne, le LLM Suite, auprès de plus de 200 000 employés. 200 000, pas un pilote dans un coin de la banque d'investissement, pas un test réservé aux équipes data. 200 000 personnes qui utilisent l'intelligence artificielle générative chaque jour dans leur flux de travail. En parallèle, la banque a mis en production plus de 400 cas d'usage. Crédit, fraude, marketing, opération, conformité, service client. Teresa Heitsenreiter, Chief Data and Analytics Officer, a posé l'ambition en une phrase lors de l'Investor Day 2025. Construire la première entreprise entièrement connectée par l'intelligence artificielle au monde. On peut discuter de la formule, on peut la trouver excessive, mais les chiffres, eux, ne sont pas une formule. Ils décrivent une réalité opérationnelle. JP Morgan ne sous-traite plus sa capacité analytique, elle l'organise. Elle ne demande plus à un prestataire de lui fournir un regard sur ses données. Elle construit les instruments du regard. Elle ne fait plus appel à un cabinet pour structurer ses hypothèses. Elle industrialise la structuration. Et chaque pan de service que la banque reprend en interne est un pan qui sort du marché accessible aux ESN. Pas tous, pas partout, mais strate après strate, le périmètre disponible se rétracte. Et ce qui reste ouvert à l'externe se déplace vers le haut, plus complexe, plus risqué, plus contextuel, moins volumineux. La leçon de JP Morgan n'est pas que toutes les entreprises vont faire la même chose. La leçon, c'est que quand le plus gros client du marché mondial décide de réinternaliser la capacité, il définit un nouveau standard de ce qu'un client peut exiger, peut vérifier, peut faire seul. Et ce standard-là finit toujours par redescendre. Et là, je sens la tentation. La tentation de dire oui, mais c'est JP Morgan. 17 milliards de budget tech. Des armées d'ingénieurs. C'est pas comparable. C'est exactement ce qu'on disait du cloud en 2010. C'est pas comparable. C'est pas transposable. C'est pas pour nous. Et puis un matin, c'est devenu le standard de tout le monde. Alors non, tout le monde ne sera pas JP Morgan. Mais il serait dangereux de croire que c'est un phénomène réservé à la finance. Que seules les banques systémiques, avec leurs budgets colossaux et leur culture quantitative, peuvent industrialiser l'intelligence artificielle à cette échelle. AstraZeneca prouve le contraire. Pas avec le même modèle, pas avec la même brutalité, mais avec une efficacité qui mérite qu'on s'y arrête. Dans l'épisode précédent, on avait cité un chiffre. Des documents réglementaires dont le temps de rédaction était réduit de 85%. C'était le signal visible. Mais derrière ce signal, il y a quelque chose de plus profond. AstraZeneca a formé environ 12 000 employés à l'intelligence artificielle générative. 12 000. Pas des ingénieurs, pas des data scientists, des collaborateurs de toutes fonctions. Pharmacovigilance, chaîne d'approvisionnement, recherche clinique, affaires réglementaires. Ce n'est pas la même approche que JP Morgan. JP Morgan a construit une machine centralisée, massive, industrielle. AstraZeneca a construit une montée en compétences distribuée, progressive, ancrée dans les métiers. Ravi Gopalakrishnan, VP Data and AI, résume l'approche. Il ne s'agit pas de remplacer des gens, il s'agit de redéfinir les processus pour aller plus vite. En parallèle, l'entreprise a construit un knowledge graph propriétaire, une base de données structurée qui relie les connaissances biologiques, les cibles thérapeutiques, les mécanismes de maladie. Ce n'est pas une couche IA posée sur un système existant, c'est une infrastructure de savoir interne. Le genre d'infrastructure qui rend structurellement moins nécessaire le recours à un tiers pour organiser sa propre connaissance. La différence avec JP Morgan est instructive, moins spectaculaire dans les chiffres bruts, mais peut-être plus transposable, parce que le modèle AstraZeneca ne suppose pas un budget tech de 17 milliards. Il suppose une volonté de formation, une gouvernance adaptée, un ancrage dans les cas d'usage réels des métiers, et de la patience. Pour les ESN, la leçon est double. Quand un grand compte pharmaceutique peut reprendre en interne la rédaction réglementaire, le traitement de la pharmacovigilance, une partie de l'analyse clinique, des pans entiers de services qui étaient historiquement externalisés commencent à remonter à l'intérieur.
Et quand cette montée en capacité se fait par la formation plutôt que par le recrutement massif d'ingénieurs, elle devient reproductible par d'autres grands comptes, dans d'autres secteurs, avec d'autres cas d'usage, mais selon le même schéma. Et c'est ici qu'il faut poser un mécanisme que l'on sous-estime presque toujours quand on regarde les transformations technologiques. On observe les pionniers, on mesure l'écart avec le reste du marché, et on en conclut, trop vite, que le phénomène restera confiné aux plus grands. C'est une erreur classique, parce que dans l'histoire de la technologie, ce que les plus grands industrialisent, le reste du marché finit presque toujours par le recevoir, sous forme de produits, sous forme de fonctionnalités intégrées, sous forme de standards. GitHub Copilot est un exemple parfait. Au départ, un outil construit dans l'écosystème Microsoft, testé en interne, affiné par les plus grands clients. Aujourd'hui, un produit SaaS accessible à n'importe quelle entreprise avec 300 millions de dollars de revenus annuels selon Microsoft. Salesforce Einstein, ServiceNow AI Agents. Les outils de support automatisés qui étaient des développements internes il y a 2 ans sont aujourd'hui des fonctionnalités standards activables en quelques clics. Menlo Ventures documente un basculement révélateur. En 2024, 47% des cas d'usage IA en entreprise étaient construits en interne. En 2025, 76% sont achetés comme outils prêts à l'emploi. En 1 an, le rapport s'est inversé. Les entreprises ne construisent plus leurs outils IA, elles les consomment. Qu'est-ce que cela signifie ? Cela signifie que le client moyen, celui qui n'a ni les moyens ni la volonté de construire une doctrine interne, recevra ses capacités comme une mise à jour logicielle, sans effort, sans gouvernance complexe, sans transformation culturelle, juste une fonctionnalité de plus dans son abonnement. Le benchmark automatisé des propositions commerciales, la décomposition assistée des devis, la comparaison des dispositifs de service, l'analyse des contrats, la qualification automatique des livrables. Tout cela existe déjà chez les pionniers. Tout cela sera packagé, simplifié, distribué. Et quand cela arrivera, le client moyen aura les mêmes prises que le grand compte avait hier, sans avoir eu besoin de les construire. Le Microsoft Work Trend Index le documente à sa manière. 3/4 des travailleurs de la connaissance utilisent déjà l'intelligence artificielle au travail. Près de la moitié ont commencé dans les 6 derniers mois seulement. 78% apportent leur propre IA sans attendre que leur entreprise la leur fournisse. Et 60% des leaders admettent que leur organisation n'a pas encore de plan clair. Autrement dit, l'usage avance plus vite que la gouvernance. Le terrain se transforme avant que la stratégie ne suive. Et quand l'usage précède la stratégie, ce sont les plus grands, ceux qui ont les moyens de gouverner, de structurer, d'industrialiser, qui transforment ce mouvement diffus en capacité réelle. Les autres suivront, plus lentement, plus partiellement, mais ils suivront, parce que le marché ne laisse jamais longtemps un avantage structurel entre les mains de quelques-uns. Ce que les premiers construisent comme différenciation, les éditeurs finissent toujours par le transformer en fonctionnalité accessible à tous. Dans l'épisode 1, Jamila faisait ça un vendredi soir, chez elle, par curiosité. Elle collait de la matière dans un outil. Elle obtenait une première carte imparfaite de son problème. Et le lundi matin, elle rappelait son ESN avec des questions plus précises et un niveau de dépendance plus faible. Sophie fait le même geste, mais elle ne le fait pas un vendredi soir par curiosité. Elle le fait un lundi matin, dans un processus d'achat, avec un outil intégré à sa chaîne de décision. Le geste est le même, l'échelle a changé, et quand un geste de curiosité devient un processus d'achat, le marché ne se déforme plus au même rythme, il se reconfigure. Le client augmenté n'est pas encore partout, mais il est déjà là où les ESN ont le plus à perdre, là où elles étaient les plus installées, là où l'asymétrie était la plus confortable. Et ce qui se construit au sommet aujourd'hui est déjà en train de descendre l'escalier. Chapitre 3. Sophie arbitre. Le client n'a pas supprimé le devis. Il l'a annoté, ligne par ligne. Et ce qu'il a trouvé à l'intérieur ressemble de moins en moins à ce qu'on lui vendait comme un tout indissociable. Revenons à Sophie. Son outil a fini de travailler. Sur son écran, la proposition de marque est toujours ouverte. Mais à côté, il y a maintenant autre chose. Une décomposition. Imparfaite bien sûr, approximative par endroits, mais structurée. Suffisamment structurée pour que Sophie ne regarde plus le document de la même manière. La proposition de marque comporte 4 lignes principales, du conseil amont et du cadrage, de la coordination fonctionnelle et de l'AMOA, du développement et du support applicatif. Sophie va les reprendre une par une, pas avec l'expertise d'un architecte SI, pas avec 20 ans de delivery derrière elle, mais avec quelque chose qu'elle n'avait pas il y a 18 mois, un contre-regard. Et c'est dans ce contre-regard que le modèle ancien commence à se fissurer. Première ligne. Le cadrage. 25 jours. Atelier de découverte, cartographie des flux, analyse des dépendances, recommandations d'architecture. Sophie regarde. Et pour la première fois de la matinée, elle sourit. Presque. Parce que cette ligne-là, elle la connaît par cœur. Elle l'a payée des dizaines de fois. Et aujourd'hui, elle sait pourquoi elle l'a payée. Elle hésite un instant, puis elle ouvre un autre document sur son écran. La semaine dernière, son équipe a produit en interne une première cartographie des flux du portail existant.
Pas parfaite, pas exhaustive, mais suffisante pour identifier les nœuds principaux et les zones de risque. Harvard Business Review le documentait déjà en 2025. L'intelligence artificielle restructure le conseil en automatisant le travail d'entrée. Le client arrive avec des hypothèses déjà préstructurées. La conversation ne commence plus par « qu'est-ce qui ne va pas ?» Elle commence par « voici ce qu'on pense avoir compris, dites-nous si ça tient ». Sophie ne supprime pas la ligne de cadrage, elle la réduit, de 25 jours à 10. Elle garde ce qu'elle ne sait pas faire, l'analyse des dépendances profondes avec le legacy, la validation des hypothèses d'architecture, le regard de quelqu'un qui a déjà vu ce genre de migration tourner mal. Mais la partie découverte, la partie cartographie initiale, la partie mise en forme du problème, elle n'en a plus besoin sous cette forme-là. Le conseil amont était la porte dorée des ESN, la mission de cadrage, l'audit initial, la première carte. Celui qui produisait cette première carte tenait aussi, très souvent, la manière dont le problème serait découpé, hiérarchisé, et donc, plus tard, vendu. L'entrée commandait la suite. Sophie vient de produire sa propre carte. La porte dorée est entrebâillée de l'intérieur. Deuxième ligne, la coordination fonctionnelle, 35 jours, compte-rendu d'atelier, reformulation des besoins métiers, user stories, spécification de premier niveau, documentation intermédiaire. Sophie est plus assurée maintenant, plus rapide dans sa lecture. C'est la masse, le ventre mou de beaucoup de dispositifs, le tissu de matière intermédiaire qui fait circuler le problème d'un étage à l'autre. Des ateliers aux spécifications, des spécifications au développement, du développement à la recette. Sophie connaît la chanson, elle l'a financée pendant des années, et elle commence à se demander pourquoi. Pas par cynisme, par observation, parce que depuis 6 mois, son équipe produit ses propres comptes rendus d'atelier, en sortie de réunion, en 15 minutes, pas parfait, mais exploitable, suffisamment structuré pour que la suite avance sans attendre 3 jours qu'un consultant reformule ce que tout le monde avait déjà compris dans la salle. Microsoft mesure 70% de gains de productivité sur les synthèses, les comptes rendus et les reformulations dans ses études copilotes. Forrester prévoit que 30% des applications d'automatisation infusées par l'intelligence artificielle générative seront livrées par des citizen developers en 2025. Gartner anticipe que 80% des utilisateurs de plateformes low-code seront des non-IT d'ici 2026. Les chiffres convergent. La matière intermédiaire remonte à l'intérieur. Les comptes rendus, la reformulation métier, les user stories de premier niveau, la documentation fonctionnelle standard. Tout cela ne nécessite plus obligatoirement un tiers. Sophie barre 20 jours sur les 35. Elle en garde 15. Pour les ateliers complexes où le métier lui-même ne sait pas ce qu'il veut. Pour les arbitrages entre directions contradictoires. Pour la matière qui demande du jugement, pas de la traduction. Ce n'est pas le jugement qui remonte à l'intérieur, c'est la traduction. Mais la traduction, c'était des équipes entières. Troisième ligne, le développement, 40 jours. Front-end, back-end, intégration, test, mise en production. Et là, Sophie ralentit, elle hésite. Elle touche à peine cette ligne. Elle sait que les outils de génération de code ont changé la donne. Elle a lu les études. Elle sait que son prestataire utilise probablement Cursor ou Copilot. Mais elle ne prétend pas savoir développer. Le code reste. L'expertise technique reste. L'intégration avec le legacy reste. Elle ajuste légèrement, de 40 jours à 35. Parce qu'elle sait que la productivité des outils a progressé et que le volume de code à produire manuellement a diminué. Mais elle ne va pas plus loin. C'est une zone où elle a besoin du prestataire. Elle le sait. La rareté technique n'a pas disparu. 3,4 millions de postes non pourvus en cybersécurité dans le monde, selon l'ISC2. L'IA appliquée, l'architecture cloud complexe, certaines niches SAP, certaines expertises legacy. Le client ne peut pas internaliser ce qu'il ne trouve pas. La régie ne meurt pas. Il faut commencer par là, sinon on tombe dans la caricature. Mais elle change de nature. Le client distingue un peu mieux ce qu'il loue réellement, ce qui relève d'une compétence rare et ce qui relevait d'une habitude de montage, d'une sécurisation politique sans fond technique, d'une prolongation trimestre après trimestre, non parce que le besoin persiste, mais parce que personne n'a pris le temps de vérifier. Numéum pose le diagnostic côté français. Le marché des ESN a fait plus 0,7% en 2024, la croissance la plus molle depuis 15 ans, et le paradigme a basculé. Le frein n'est plus le recrutement, c'est le business. Les ESN ne manquent plus de bras, elles manquent de mission. Quand la croissance venait du volume, externaliser était un réflexe. Quand la croissance ralentit, externaliser redevient une décision. Et quand externaliser redevient une décision, chaque ligne du dispositif doit justifier sa présence.
4e ligne. Le support applicatif, 20 jours. Qualification de tickets, documentation d'incidents, analyse de log, reporting. Sophie s'arrête plus longtemps sur cette ligne et quelque chose change dans son regard. Un mélange de lucidité et de quelque chose qui ressemble à de l'agacement. Parce que c'est peut-être la ligne qui a le plus changé en un an. Et c'est aussi celle qu'on lui a vendue le plus longtemps comme un ensemble intouchable. Elle a lu un rapport récent sur les centres de services automatisés. Elle a vu ce que l'intelligence artificielle sait déjà faire dans ce périmètre. Corrélation d'alerte, qualification automatique, résolution prédictive des incidents simples, reporting automatisé, priorisation. Tout cela ne nécessite plus la même densité humaine qu'il y a 3 ans. Le centre de service, historiquement, c'était un ensemble fermé, un contrat reconduit, une équipe stable, un prix global, un dispositif qu'on ne touchait pas trop parce qu'il fonctionnait et que le coût de la renégociation paraissait plus élevé que le coût du statu quo. L'IA casse cette inertie. Elle donne aux clients la capacité de resegmenter, de reprendre le niveau 1 en interne, d'automatiser la qualification, d'exiger des engagements de résultats sur le niveau 2 et le niveau 3 au lieu de payer des présences. Sophie ne supprime pas la ligne, mais elle la transforme. Elle ne veut plus acheter 20 jours de support. Elle veut un engagement de résultats, un temps de résolution garanti, un taux de disponibilité, des SLA, pas des jours hommes. Le centre de service n'est plus un bloc qu'on reconduit. C'est un assemblage que Sophie démonte pièce par pièce. Et elle a trouvé le tournevis. Le bilan est sur l'écran de Sophie. Le devis de marque est passé de 120 jours à 72. Pas 70 comme l'avait suggéré l'outil. Elle a ajusté, elle a tempéré certaines coupes, elle a reconnu des zones où elle a besoin de l'externe. Elle n'est pas naïve, mais elle n'est plus aveugle non plus. Ce qui frappe dans cet exercice, ce n'est pas la brutalité de la réduction, c'est la précision de la relecture. Sophie n'a pas dit « faites-moi moins cher ». Elle a dit « montrez-moi pourquoi chaque couche est nécessaire ». Et elle a retiré celle dont la nécessité ne lui paraissait plus évidente. Sophie ne négocie plus un prix. Elle requalifie un périmètre. Et quand un acheteur requalifie, il ne reste que ce qu'il ne sait pas faire seul. Chapitre 4. Ce que Sophie ne voit pas. L'intelligence artificielle donne de la vitesse aux clients, pas toujours du discernement. Et quand la vitesse a la forme de la clarté, c'est là qu'on se perd le plus silencieusement. On vient de passer 2 chapitres à décrire un client qui reprend des briques, qui défait l'assemblage, qui resegmente les dispositifs, qui arrive mieux armé, plus rapide, plus outillé, plus autonome. Tout cela est vrai. Mais il y a un piège dans cette vitesse. Et ce piège, il faut le nommer maintenant. Parce que si on s'arrêtait là, on raconterait une fable. La fable du client éclairé face au prestataire dépassé. Et les fables dans ce domaine coûtent cher à ceux qui y croient. Alors posons la chose. Voir plus vite n'est pas comprendre plus profondément. Sophie, dans sa décomposition du devis de marque, a classé un rôle comme coordination standard, un consultant positionné sur la coordination entre 2 directions métiers. Sur le papier, dans l'analyse de l'outil, ce rôle ressemblait à du passage, de la réunionite structurée, du liant organisationnel, le genre de choses qu'on peut compresser. Sauf que ce rôle-là tient quelque chose d'invisible. Depuis 3 ans, ce consultant est le seul lien entre la direction supply chain et la direction finance sur ce périmètre. Les 2 directions ne se parlent pas directement, pas par incompétence, par histoire. Un projet raté en 2021 a laissé des cicatrices, des tensions, des méfiances réciproques. Et ce consultant, sans que personne ne l'ait jamais formalisé dans un mandat, est devenu le traducteur politique entre les 2 camps. Il sait quels mots ne jamais utiliser devant le directeur supply. Il sait quel format de présentation rassure le directeur finance. Il sait quand il faut passer par un mail et quand il faut passer par un café. L'outil de Sophie n'a pas vu ça, parce que ça ne figure dans aucun document, dans aucun reporting, dans aucun SLA. Cette valeur n'a jamais été nommée. Elle a juste fonctionné, en silence, pendant 3 ans. 3 semaines plus tard, le projet a démarré. Et un jeudi après-midi, en réunion de cadrage, le sujet de la facturation interentité arrive sur la table. Le directeur supply regarde le directeur finance. Le directeur finance regarde ses mains. Personne ne parle. La salle se tend d'un coup. Et il n'y a personne pour dénouer. Le consultant qui savait n'est plus là. Sophie l'a retiré du dispositif. Elle ne le savait pas encore, mais elle venait de couper un fil invisible. Le projet ne s'arrête pas ce jour-là, mais il dérive, lentement. Et quand le dérapage deviendra visible, dans 3 mois, personne ne fera le lien avec cette ligne barrée un lundi matin. Pas par incompétence technique, par disparition d'un savoir relationnel que personne n'avait cartographié. L'intelligence artificielle structure le brouillard. Elle ne le dissipe pas. Et quand le brouillard a l'air d'une carte, c'est là qu'on se perd le plus dangereusement.
Cette fragilité de l'autonomie rapide, une entreprise l'a testée grandeur nature et le résultat mérite qu'on s'y arrête. Février 2024, Klarna, le géant suédois du paiement fractionné, déploie un assistant IA propulsé par OpenAI. Selon le communiqué officiel de l'entreprise, les résultats sont spectaculaires. Dès le premier mois, le chatbot gère 2,3 millions de conversations, les 2/3 de tous les échanges clients, l'équivalent du travail de 700 agents humains. Le temps de résolution passe de 11 minutes à moins de 2. Les demandes répétées chutent de 25%. Les économies projetées atteignent 40 millions de dollars sur l'année. Le CEO, Sebastian Siemiatkowski, ne cache pas son enthousiasme. L'IA est partout. Elle mange les niveaux de support. Elle comprime les coûts. L'effectif fond de 5000 personnes à environ 3500, par attrition, sans plan social, juste l'intelligence artificielle qui avale le volume. Pendant quelques mois, Klarna ressemble au cas parfait, la preuve vivante que l'IA peut remplacer des armées humaines sur le service client. Et puis le réel revient. Le CEO change de ton. Il dit en substance, dans une interview au Financial Times, « Nous sommes en train de repenser tout ça. Le support humain redevient le traitement premium. Klarna réembauche. » Pas massivement, mais le signal est là. Qu'est-ce qui s'est passé? L'IA gérait très bien le volume, les remboursements, le suivi de commandes, les questions simples. Mais elle ne savait pas gérer l'émotion, le litige complexe, le client en colère qui a besoin de sentir qu'un humain l'écoute, le cas financier sensible où la confiance se joue en 3 phrases, le moment où il ne s'agit plus de répondre vite, mais de répondre juste. L'IA gérait très bien les 80% de cas standards. Les 20% restants coûtent exponentiellement plus cher quand on les rate. Parce qu'un client qui se sent incompris ne rappelle pas pour clarifier, il part. Et il raconte. La leçon de Klarna n'est pas que l'intelligence artificielle ne marche pas, elle marche, spectaculairement bien sur le standard. La leçon, c'est que l'automatisation triomphante ne voit pas ses propres angles morts. Et que le client augmenté, qu'il soit une entreprise qui gère son SI ou une fintech qui gère son support, peut se tromper seul, beaucoup plus vite qu'avant. McKinsey le mesure à grande échelle dans son rapport State of AI 2025. Près d'une entreprise sur 2 a déjà reçu de l'intelligence artificielle une réponse convaincante et fausse. 46% des organisations ont subi des résultats inexacts produits par l'IA générative. 44% ont connu au moins une conséquence négative. L'inexactitude est la première cause. Le client produit plus vite. Mais il ne produit pas forcément plus juste. Il génère de la structure à une vitesse qu'il n'avait jamais connue. Mais la structure n'est pas la vérité. Le brouillon n'est pas le diagnostic. La carte n'est pas le territoire. Et là, il y a une partie de moi qui hésite. Parce que cette nuance, elle ressemble à une bouée de sauvetage pour l'ancien modèle. C'est tentant de se dire, vous voyez, le client a besoin de nous, il ne peut pas faire seul, il se trompe, il va revenir. C'est tentant, c'est même rassurant, mais c'est un piège de pensée. Parce que la leçon de Klarna n'est pas que l'automatisation échoue. La leçon, c'est qu'elle réussit tellement bien sur le standard qu'elle rend l'exception exponentiellement plus visible et plus coûteuse quand on la rate. Si votre seul argument commercial, c'est « attendez que ça casse », vous n'avez pas un modèle. Vous avez un pari sur l'échec de votre client. Et parier sur l'échec de votre client n'a jamais été une stratégie très durable. Mais il y a quand même quelque chose qui mérite d'être dit. Quelque chose que le client ne voit pas, non pas parce qu'il ne veut pas le voir, mais parce que ça ne se voit que quand ça disparaît. Il y a dans les ESN une forme de valeur qui ne figure dans aucun reporting, qui n'apparaît dans aucun slide de comité de pilotage, qui ne figure dans aucun SLA. C'est la valeur du silence. Quand un système critique tourne depuis 8 ans sans incident majeur, personne ne demande pourquoi. Quand un batch de fin de mois passe sans accroc, personne ne remercie celui qui surveille. Quand une migration se fait sans drame, personne ne mesure les catastrophes évitées. Le prestataire qui fait bien son travail rend son propre travail invisible. Et c'est précisément pour cela qu'il est sous-estimé au moment où le client décide de reprendre des couches. Le client reprend ce qui se voit. La qualification de ticket, ça se voit. La documentation, ça se voit. Le reporting, ça se voit. Mais la dette qu'on ne voit dans aucun schéma, ça ne se voit pas. L'arbitrage politique entre 2 directeurs qui ne veulent pas la même chose, ça ne se voit pas. Le compromis technique qui tient l'édifice mais que personne n'a jamais écrit, ça ne se voit pas. L'interface qu'on ne touche jamais parce que la dernière fois qu'on l'a touchée, tout est tombé pendant 3 jours, ça ne se voit pas. La mémoire du système, celle qui sait que tel enchaînement produit toujours tel effet secondaire dans telle condition, ça ne se voit pas. Le client reprend facilement ce qui se voit, pas ce qui tenait en silence. Le meilleur indicateur de la valeur d'un prestataire, c'est ce qui casse quand il part. Et ça, on ne le découvre jamais dans un benchmark. Et là, honnêtement, il y a une partie de moi qui reconnaît quelque chose dans cette scène parce que j'ai vu des projets dérailler exactement comme ça. Pas à cause d'un bug, pas à cause d'un mauvais chiffrage, à cause d'un départ silencieux. Quelqu'un qui savait, qui n'était plus là. Et personne ne s'en est rendu compte avant que ça casse. Le client augmenté a raison de reprendre les couches, mais il y a des fils qu'on ne voit pas. Et les couper sans le savoir coûte parfois plus cher que tout ce qu'on pensait économiser.
Alors, où est-on ? Le client est plus autonome, c'est vrai. Il reprend des couches, c'est vrai. Il voit mieux ce qu'il achète, c'est vrai. Mais il confond aussi parfois la vitesse de production avec la profondeur de compréhension. Il reprend ce qui se voit, pas toujours ce qui tient. Et il découvrira, sur certains sujets, que la carte n'était pas le territoire. Les deux choses sont vraies en même temps. L'autonomie du client est réelle, ses illusions aussi. Et c'est exactement dans cet espace entre les deux, dans cet interstice inconfortable, que le service de demain va devoir se loger. Corriger une erreur rapide coûte souvent plus cher que prévenir une erreur lente. Le client augmenté le découvrira. Certains l'ont déjà découvert. La question maintenant, c'est de savoir ce qui reste vendable quand tout le reste a été repris. Chapitre 5. Pourquoi vous ? Le nouveau contrat ne commence pas là où le client a besoin d'aide. Il commence là où son autonomie s'arrête. Et la distance entre les deux rétrécit chaque trimestre. Sophie décroche son téléphone. Elle appelle Marc. Pas pour annuler, pas pour lancer un appel d'offres, pour requalifier. Marc, j'ai revu votre proposition, j'ai besoin qu'on en parle. La phase de cadrage sous cette forme, je n'en ai plus besoin. On a fait notre propre cartographie. Elle n'est pas parfaite, mais elle suffit pour entrer dans le sujet. La coordination fonctionnelle, on la couvre en partie en interne maintenant. Les comptes rendus, les user stories de premier niveau, les synthèses, on sait faire. Le support, je veux un modèle à la performance. Des SLA. Des engagements de résultats, plus un bloc reconduit. En revanche, votre architecte qui connaît notre legacy SAP depuis 6 ans, celui qui sait pourquoi le badge de clôture plante au 3e trimestre, celui qui connaît l'historique des arbitrages techniques entre la supply et la finance, celui-là, je le veux. Et je veux quelqu'un qui assume la migration du module de facturation, quelqu'un qui met son nom dessus, quelqu'un qui sera dans la salle si ça casse, pas quelqu'un qui livre une recommandation et qui disparaît. Marc écoute. Il ne dit rien pendant quelques secondes. Il comprend que quelque chose a changé. Pas seulement le prix, pas seulement le volume, la nature de ce que Sophie achète. Elle ne paie plus pour que quelqu'un fasse. Elle paye pour que quelqu'un tienne. Ce que Sophie vient de dire sans le savoir, c'est exactement la liste de ce que le marché va continuer d'acheter quand il aura repris tout ce qu'il peut reprendre seul. La validation. Pas la documentation de l'architecture, la validation. L'acte de dire oui, ce choix tient, ou non, ce choix va casser dans 6 mois, et voici pourquoi. Le séquencement. Pas le plan de migration sur un slide, l'enchaînement réel des gestes dans le bon ordre, avec les bonnes dépendances, en tenant compte de ce qui ne figure dans aucun document. L'arbitrage. Pas la cartographie de la dette technique, l'arbitrage. La décision de dire on touche à ça maintenant, on laisse ça pour plus tard, et voici pourquoi. Le genre de décision qui engage, qui suppose de connaître les cicatrices du système et la politique de l'organisation. Le portage de risque, quelqu'un qui met son nom sur une décision, qui accepte que si ça casse, il sera dans la salle, pas un slide qui recommande, un engagement qui expose. Et la tenue, la capacité à faire avancer un sujet quand 2 directeurs ne veulent pas la même chose mais utilisent les mêmes mots, quand le consensus apparent masque un désaccord réel, quand le projet est techniquement faisable mais politiquement explosif. Cette valeur-là ne se génère pas, elle se construit, en années, en présence, en cicatrices. Tout cela existe quelque part. Pas dans un modèle de langage, pas dans une base publique, pas dans un benchmark. Ça existe dans les mains de ceux qui ont tenu le système pendant 10 ans. Dans leurs réflexes, dans les choses qu'ils savent sans pouvoir les expliquer. Dans le geste du DBA qui sent la dérive avant que le dashboard ne l'affiche. Dans le regard de l'architecte qui se souvient pourquoi cette interface n'a jamais été refaite. Dans le silence du chef de projet quand quelqu'un propose de toucher à ce module-là, parce qu'il sait ce qui s'est passé la dernière fois. Et c'est là que quelque chose d'important se joue pour la suite. Les ESN qui ont accumulé ce savoir situé sans le capitaliser vont le perdre. Parce que ce savoir vit dans la tête des gens, pas dans les systèmes de l'entreprise. Et quand les gens partent, le savoir part avec eux. Celles qui ont su le formaliser, le transmettre, l'intégrer dans leurs outils, dans leur formation, dans leur mémoire organisationnelle, celles-là auront quelque chose que le client ne peut pas reproduire seul. Quelque chose que l'intelligence artificielle ne possède pas. Et quelque chose qui, dans un marché où la vitesse devient une commodité, constituera peut-être la dernière forme de rareté défendable.
Épisode 1, on a allumé la lumière. Épisode 2, on a fait les comptes. Aujourd'hui, on a changé de siège. Et ce qu'on voit de l'autre côté de la table est plus déstabilisant que ce qu'on croyait. Pas parce que c'est violent, parce que c'est tranquille. Le client ne claque pas la porte, il ne crie pas, il requalifie. Et c'est cette tranquillité qui est terrifiante. Mais on a vu aussi que cette autonomie avait ses angles morts, que la carte n'était pas le territoire, que Klarna avait appris à ses dépens que les 20% d'exception coûtent plus cher que les 80% de standard. Et que la valeur du silence, ce qui tenait sans bruit depuis des années, était la première chose à disparaître quand on tranche trop vite. Le client augmenté ne supprime pas le prestataire. Il le force à répondre à une question qu'aucun gain de productivité ne résoudra à sa place. Si le client change, si le modèle change, alors les humains à l'intérieur des ESN changent aussi. Qui monte, qui descend, qui disparaît, quels profils deviennent plus rares, plus chers, plus nécessaires, lesquels deviennent surnuméraires. Comment forme-t-on les gens pour un monde où la vitesse est une commodité et le jugement un luxe ? C'est le sujet du prochain épisode, les humains du service, leur trajectoire, leur mutation et le tri qui a déjà commencé. Mais avant de fermer, une dernière chose. Sophie va raccrocher, Marc va rester avec son devis réduit de 120 à 72 jours. Il va devoir refaire sa copie, repenser son équipe, repenser sa marge, repenser ce qu'il vend. Et la question que Sophie lui a posée sans la formuler explicitement, c'est celle que tout le marché pose désormais. Pas combien ça coûte, pas combien de jours, pas combien de gens. Pourquoi vous ? Pas demain, pas au prochain séminaire stratégique, maintenant. Vous écoutiez le centre de gravité. Cet épisode s'appelait « Le client augmenté ». Dans le prochain épisode, les humains du service.